Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Magasin de producteurs. Ce webinaire est organisé par l'Association nationale de développement agricole TRAM. Donc moi, je suis Marion, membre de l'équipe Transition alimentaire sur les territoires et je vais animer ce webinaire. Je vais également intervenir. Donc vous êtes agriculteur, salarié de magasin de producteurs, porteur de projet d'un magasin de producteurs ou encore agent de développement, conseiller, accompagnant ce type de projet. Bien, ce webinaire s'adresse à vous. L'objectif est vous de permettre d'approfondir de nos connaissances, en gros, depuis chez vous, depuis votre lieu de travail, sur une thématique précise en lien avec les magasins de producteurs. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. On est 1 heure ensemble. Son but sera d'explorer la thématique de la maîtrise sanitaire en magasin de producteurs et de comment être prêt en cas de contrôle. Et donc, nous aborderons pour ça, je vais aller sur l'écran, donc le cadre réglementaire. On va le survoler rapidement. Les étapes et points d'attention d'un contrôle sanitaire, les procédures et les documents à mettre en place pour garantir une maîtrise sanitaire collective, donc autour du plan de maîtrise sanitaire. Et puis, nous verrons aussi les ressources et accompagnements pour être prêt en cas de contrôle. Alors, pour développer ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Évrard, donc éleveuse transformatrice en brebis lait et membre d'une boutique paysanne dans l'Hérault. Donc, bonjour Marie, tu pourras te présenter plus longuement après. On accueille également Jean-Paul Bailly, donc ancien inspecteur de la DDPP Vaucluse et ancienne personne ressource en remise directe pour la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Et puis moi-même, voilà. Je vais également intervenir dans ce webinaire en ma qualité de formatrice, d'accompagnatrice TRAM et spécialisée quand même sur les magasins de producteurs. Et je suis également en lien avec la DGAL sur des questions de réglementation. Alors, après un temps de témoignage, on répondra à vos questions. On gardera une dizaine de minutes à partir de 14h15. Voilà. Alors, pour rappel, quelques petites consignes. Donc, vos caméras et vos micros sont déjà coupés. On l'a fait au préalable. Et donc, en fin de webinaire, on prendra un temps pour répondre à vos questions qui ont été à la fois posées dans le formulaire d'inscription et puis que vous pouvez également poser dans le chat. Alors, j'ai un problème de truc. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre. C'est moi qui vais faire un peu l'introduction sur le cadre réglementaire avant de laisser la parole à notre témoin. Alors, rapidement, sur la question du cadre réglementaire, je balaye très rapidement les documents de référence. Donc, on a bien sûr, c'est pas la paquet hygiène, mais le paquet hygiène, donc la réglementation européenne en termes d'hygiène, qui englobe l'ensemble des activités. Nous avions jusqu'en 2020 la note de service de la DGL qui qualifiait, définissait les éléments à respecter pour être un point de vente collectif, donc pour faire une remise directe collective en magasin de producteurs. Donc celle-ci a été abrogée en 2020 au bénéfice d'une instruction technique, la 2023-756, qui avait pour ambition de mise en conformité des textes français avec la réglementation européenne. Et puis, il y a également le texte de loi de consommation, le texte de la loi de consommation de 2014 qui introduit un article dans le Code rural définissant la notion de magasin de producteur, mais du point de vue de la tromperie au consommateur et de sa définition dans son objet, et pas sur la question sanitaire. Alors, un élément peut-être à vous partager à cet endroit-là, c'est que donc aujourd'hui, les normes sanitaires européennes s'imposent au cadre français. Et en gros, la conclusion, c'est qu'il faudra une dérogation ou un agrément pour pouvoir commercialiser en magasin de producteurs, sachant que cela ne concerne uniquement que les producteurs de denrées alimentaires d'origine animale, jusqu'ici qui pouvaient vendre dans le prolongement des exploitations dans le cadre des points de vente collectifs. Donc la remise directe, telle qu'elle était définie en 2010, donc une remise directe basée sur la mutualisation entre producteurs, ne pourra pas être reprise dans son contenu, tel que pas mal de structures accompagnant les magasins de producteurs et les réseaux le souhaitent. Donc cette notion de prolongement des exploitations sur le point de vue sanitaire ne semble plus possible. Et donc la responsabilité sanitaire des produits en viendrait a priori au magasin. Alors, c'est une information récente que l'on a pu avoir. Il n'y a pas encore d'écrit officiel de la DGL. Il y aura une instruction technique qui clarifiera cela. Mais néanmoins, on a pu repérer déjà des leviers techniques en lien avec la DGL et des leviers politiques aussi,
qui sont identifiés pour limiter finalement les impacts sur les débouchés pour les petites productions fermières, car c'est elles qui seront impactées, les éleveurs transformateurs, qui seraient obligés de passer en dérogation ou à l'agrément. Pour ça, donc je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont quand même des leviers pour voir les suites possibles sur ces questions-là. Donc, nous avons le groupe de travail national magasin de producteurs. Donc, c'est un groupe informel animé par Tram, qui est composé de réseaux de magasins de producteurs un peu partout en France et de structures les accompagnant. Et donc là, on est en lien direct sur des leviers techniques avec la DGL. A priori, on irait sur des leviers autour des mesures de flexibilité, là où l'État français est souverain sur ces questions-là. Donc, il y aurait des négociations par filière à mener, notamment pour les magasins de producteurs. Et il y a un deuxième organe fraîchement créé qui pourrait être, lui, des leviers d'action sur le plan politique. C'est la Fédération des magasins de producteurs en vente directe, la FEMAP, donc fraîchement née il y a quelques semaines, et qui regroupe des réseaux de magasins de producteurs et des magasins de producteurs en vente directe collective, pour l'idée aussi de pouvoir défendre leurs intérêts. Voilà, alors je vais couper le partage de mon écran, si j'y arrive, excusez-moi. Hop, voilà. Et puis, je vais place au témoignage. Donc, je vais laisser la parole à Marie notamment pour son témoignage autour de comment on vit un contrôle sanitaire en magasin de producteurs, comment ça se passe. Marie, je ne sais pas si tu es avec nous. Je suis Oui. là. J'ai eu une déconnexion, d'où le fait qu'il n'y a plus ma caméra. Ah, je vais te réouvrir. Oui. Je te laisse te présenter et puis nous amener Super. ton expérience. Oui. Alors, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Marie. Je suis associée sur un GAEC à 3. On élève des brebis laitières sur le Larzac et on est transformateur en laitier. Donc, on fait du fromage, de la tome, du yaourt principalement. Et on vend donc en boutique de producteurs. On est sur 3 boutiques, dont la boutique Paysan Producteur à Clermont-Lérault. Du coup, en janvier, voilà, j'étais de permanence, prête à ouvrir la boutique. Et ma première cliente n'était pas une cliente, puisqu'elle arrivait avec un petit sac. Et donc, elle m'a annoncé que c'était pour un contrôle sanitaire. Donc, au début, c'était un peu la panique dans ma tête. Est-ce qu'il faut que je ferme la boutique? Comment ça se passe en fait? Moi, j'ai jamais vécu de contrôle, donc je sais même pas si je dois être accompagnée, si je dois accompagner, si ça va durer 1 heure, 4 heures, voilà, plein de questions. Et du coup, finalement, elle m'a expliqué un peu le déroulé. Ça a été au début juste du papier. Elle m'a demandé mon attestation de bonne pratique d'hygiène en point de vente collectif. Du coup, elle a pris aussi les noms des personnes présentes. Bon, il y avait que moi et une personne qui n'avait encore jamais fait de permanence et qui était là pour apprendre le jour-là. C'était un peu loupé pour la première. Ensuite, elle a surtout contrôlé, elle m'a demandé tout ce qui était bon de livraison, un peu de traçabilité, numéro de lot, comment je sais en fait dans ma vitrine quel produit vient de quelle ferme, et surtout comment je sais à quel lot il appartient. Et finalement, la matinée, ça a dû prendre, je pense, en tout, elle a dû rester 2 heures où elle a fait le tour, elle, de nos vitrines viande en service arrière, de prise de température, contrôler un peu l'hygiène des surfaces. Elle a fait des petits tests, en fait, de son côté. Et ensuite, on a quand même, voilà, on a regardé vraiment bien. Donc, je disais bon de livraison, quand même, on a épluché quelques noms de producteurs présents, enfin de produits que j'avais mis en vente en service arrière. Et on a sorti le classeur de PMS, qui était pas très loin, mais bon, vu qu'on n'est jamais trop prêt à avoir un contrôle, j'ai quand même dû un peu chercher mon classeur, encore, alors de nouveau un peu la panique dans ma tête, surtout qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on l'ouvre pas assez souvent, parce que quand on cherche quelque chose,
on est un peu hésitant, on tourne un peu toutes les pages. Mais ça s'est quand même globalement bien passé. J'ai trouvé les infos nécessaires dans le PMS et voilà, que dire de plus. C'était, je pense que j'ai dit un peu le principal. Marie. Oui, puisque tu nous disais en temps de préparation aussi, c'est que finalement ça allait bien sur les pratiques que vous aviez mis en place, mais Mm. c'était la mise à jour des documents et puis vraiment l'appropriation du document plan de maîtrise sanitaire par l'ensemble du collectif. Donc, en termes d'obligation de résultat, vous êtes bon, mais sur la Mm. partie, voilà, comment on s'y retrouve pour pouvoir bien expliquer nos méthodes, nos process à un contrôleur, là, Oui. c'était plus difficile, quoi. Oui, surtout qu'il y avait quand même quelques trucs qui étaient pas à jour, forcément. Il y avait, par exemple, toute nos produits d'hygiène, c'était pas les bons qui étaient dans le PMS parce qu'on l'avait pas actualisé. Donc, quand elle nous demande du coup quels sont les dosages, etc., où est-ce que tout ça s'est répertorié, ben ça l'est pas vraiment. Ça, c'était une chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, j'ai. Bah, Ta tenue, ta tenue. oui. Pardon, j'ai un appel, ça doit couper. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, pas de souci. Bah, merci Ok, Marie pour, super, parce que j'ai eu peur que ça coupe. pas de souci. Merci beaucoup Merci. pour ton témoignage. Peut-être Jean-Paul, je te laisse peut-être compléter justement avec ton point de vue à la fois d'ancien inspecteur et contrôleur. Peut-être voilà, de corroborer ou de compléter ce que nous disait Marie, et puis d'avoir aussi ensuite un poids d'intention justement sur les procédures, les documents à mettre en place pour être au top, j'ai envie de dire. Ah, alors oui, je vous invite à couper votre micro si vous n'intervenez pas. Jean-Paul, est-ce que tu arrives à remettre ton micro? Voilà, Oui, ça fait super. clair. Oui, alors a priori, ça s'est pas mal passé, hein. Bon, en général, ça ne doit pas mal se passer. C'est évident. L'important, c'est que, effectivement, fermer le magasin, non. Non, 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 faut pas fermer le magasin, ça sert absolument à rien, et puis ça n'a aucun intérêt. Au contraire, il faut laisser le magasin son activité, voir un petit peu comment tout le monde travaille, ça fera un impact de plus pour l'inspecteur. Voir également l'accompagner, pourquoi pas, mais c'est pas forcément une nécessité. Si vous le demandez, ben, vous le faites. Si vous ne le demandez pas, ben, vous laissez travailler tranquillement tout seul. Par contre, il vous demandera des documents après. Tout ce qui est de papier, là, il aura besoin de vos informations et des emplacements de tous ces documents. En ce qui concerne, on a parlé de prélèvements aussi tout à l'heure. Alors, les prélèvements qu'elle a pu faire, je pense que bon, c'est un petit peu limité parce qu'en fait, les prélèvements qui sont faits en instantané sont des prélèvements qui vont nous uniquement les protéines. Donc, ça n'a pas un gros intérêt sur l'entretien général de la structure. Après, effectivement, mettre à jour le plan nettoyage avec les bonnes doses et de bons produits, ça, c'est une bonne idée. Mais bon, voilà. Donc on revient, on parlera plusieurs fois, je pense, de ces choses mises à jour, hein, des choses qui sont un petit peu. Ah, m'entendez mal? Oui. Moi, ça va, mais... Je vais peut-être ralentir un peu, Marion, on est d'accord? Faut que je mette un frein. Ouais. Je J'entends bien reviens en aussi de première. mon côté. Ça va, j'ai compris, ça va, j'ai compris. Mais tu as un bel accent, tu as un bel accent. Je fais les maximum de choses en une heure, il faut tasser un peu, quoi. Non, mais l'important, effectivement, pour les 17 magasins que j'ai vus en Occitanie en fin d'année, et que j'en ai vu d'autres en PACA avant, c'est effectivement la mise en place de ce fameux PMS et surtout le faire vivre, mettre des mises à jour régulièrement et le faire vivre. Après, que tout le monde soit informé de cette gestion de ce document, savoir qu'il existe, c'est important. Savoir où il est, c'est le plus important. Et après, que tout le monde sache enfin, ouvrir, manipuler, c'est pas forcément une nécessité. L'important, c'est qu'il soit bien tenu à jour par la personne ou les deux personnes responsables de ces mises à jour. C'est pas la peine que tout le monde soit se rendre à la mise à jour de ce document. Mais deux personnes, oui. De façon à ce qu'effectivement, s'il y en a un qui n'est pas là ou malade, n'importe quoi, il puisse y avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais. Et après, le document, une fois que, même si moi je suis passé dans un magasin en Occitanie, c'était un producteur de vin qui m'a reçu, ben effectivement, quand j'ai eu le PMS, ben, on a vu une poule qui avait trouvé un couteau. Et je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Par contre, effectivement, ça s'est bien passé après, parce que bon, on a cherché un petit peu ensemble. Alors, moi, j'avais le temps, mais je ne suis pas sûr que l'inspecteur ait le temps de chercher trop avec vous, donc c'est bien de lui présenter les documents le plus rapidement possible et avec le maximum de documents, de façon à ce qu'il ait peu de questions à poser. En fait, quand il pose des questions, il cherche toujours des conneries, donc vaut mieux pas trop qu'ils aient de questions à poser.
Et justement, Jean-Paul, toi, est-ce que comment ça se passe un contrôle quand tu arrives en tant qu'inspecteur? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Enfin, Première chose à faire, tu nous disais souvent que ce n'est pas une descente de police exactement. Première et chose à que faire, justement, alors, par rapport à la police, première chose à faire, c'est présentation de l'inspecteur. Carte de commission obligatoire. Parce que n'importe quel couillon peut rentrer chez vous en disant je vais faire un contrôle. Vérifiez bien que c'est un inspecteur officiel. Parce que moi, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un dans le Vaucluse qui m'a dit écoutez, j'ai eu quelqu'un qui veut me faire des prélèvements. Il m'a dit qu'il y a des DPP, ça fait déjà 6 mois, j'ai toujours rien reçu. J'ai dit écoutez, vous ne recevrez rien, ne cherchez pas. Faites attention à ça, parce que les arnaques, il n'y en a pas que sur Internet. Il y en a aussi chez les producteurs dans les magasins alimentaires. Donc, première chose à faire, c'est présentation de l'inspecteur. Il se présente, il a une carte de commission, il se présente, voilà, point barre. Après, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des échanges, de discussions entre la personne qui est permanence et l'inspecteur. S'il veut faire son travail tout seul dans son petit coin, laissez-le faire, il n'y a pas de souci. Mais surtout, on ne ferme pas le magasin et on ne va pas stresser. Ne stressez pas, ça ne sert à rien. Ça ne servait à rien. Je sais bien que c'est toujours je sais bien, je dois sourire, mais je sais bien que c'est toujours un stress, un contrôle. Je sais bien, j'en ai fait pendant 40 ans. J'ai fait des formations en Infoma pour le ministère, je sais très bien comment ça se passe. Mais c'est pas, on va essayer d'être le plus zen possible. En général, dans vos magasins, vous n'avez pas de gros soucis d'hygiène. L'important, quand l'inspecteur va rentrer, la première chose qu'il va regarder, c'est la vue d'ensemble, si c'est quelque chose qui ressemble à un magasin correct, propre, bien tenu, ou s'il est déjà vraiment dans une grange. Il va faire la différence tout de suite. Et c'est ça qui va commencer à un petit peu initier son contrôle. Si c'est un magasin qui est correctement tenu, il n'y a pas de souci particulier, mais là, point par point, effectivement, il va faire son boulot, c'est sûr. Par contre, si c'est un magasin dans lequel on a des toiles d'araignée, des poutres apparentes, de la poussière, des trucs dans tous les coins, là déjà, c'est un petit peu énervé au départ. Donc là, il va commencer à chercher un petit peu, à fouiner, et, voilà, il va gratouiller un peu, et ce n'est pas la meilleure méthode. Mais en général, vos magasins n'ont pas ce genre de difficultés, puisqu'ils présentent toujours très très bien. et, et de ce que je comprenais, Jean-Paul, c'est qu'il y avait d'abord une approche. Enfin, il y a à la fois l'approche collective. On va regarder le PMS, comment Oui, collectivement le groupe s'organise pour maîtriser sanitairement ses activités. oui. Et puis ensuite, il y a aussi un regard individuel dans les rayons. Alors, En termes de respect, voilà, soit d'étiquetage il peut prendre, des transformations. son inspection dans l'un des deux sens. Soit il fait effectivement tout ce qui est papier collectif, donc PMS, document de traçabilité, bon de livraison, bon de remis, enfin, ce que vous appelez, voilà, ce genre de choses pour la traçabilité des produits. Soit il prend l'inverse, c'est-à-dire qu'il finit par ces produits-là et il commence par l'inspection du magasin. Donc l'inspection des vitrines, température, hygiène générale, manipulation. Il regarde un petit peu comment vous coupez les produits, comment manipuler les produits, ça c'est une possibilité. Et après, il finira par, effectivement, les papiers, tout ce qui est papier. Moi, personnellement, j'ai toujours fait ce dispositif-là. J'ai toujours préféré commencer par voir les denrées alimentaires, voir les vitrines, voir comment ça se présentait, voir les températures. Et puis ensuite, une fois que c'était fini, éventuellement prendre l'appui de quelqu'un ou du magasin pour voir les papiers. Comme ça ne bloque pas quelqu'un pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Voilà, ça me paraît plus intéressant. Après, il a le choix des deux solutions. Euh, Ça marche. Peut-être, Marie, une autre question. Comment vous fonctionnez à cet endroit-là au niveau du magasin? Est-ce que est-ce que vous avez eu des formations? Est-ce que ce PMS, vous l'avez rédigé avec un petit groupe? Est-ce qu'il y a des personnes référentes? Enfin, comment, même si tu nous expliquais que c'était difficile parfois de faire vivre la mise à jour, comment vous vous êtes organisé en fait pour assurer tout ça? Ouais. Du coup, on a un référent justement pour le PMS qui est Alain, qui d'ailleurs n'arrive pas à se connecter, qui m'a appelé. En fait, c'est un sujet qui revient quand même souvent sur le tapis lors de nos réunions. Alors, pas toutes les réunions mensuelles, mais quand même, quand on a des formations autres, on revient tout le temps sur le fait qu'il faudrait qu'on trouve une organisation un peu plus efficace sur le PMS. Donc voilà, actuellement, on a un référent, mais qui n'est pas celui qui est censé tout faire. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est lien avec les frigos, enfin frigoristes, et qui gère aussi le PMS. Mais du coup, voilà, on est quand même, c'est quand même un trop petit groupe de personnes qui et aussi, en fait, alors, j'ai l'impression que du coup, vous maîtrisez vraiment beaucoup ce sujet et que nous, à côté, des fois, on est un peu, pris, dans déjà faire bien, dans nos exploitations et que du coup, quand on est à la boutique, on a un temps de retard quoi, qu'on a du mal à consacrer à faire, ce plan de maîtrise, c'est pas la première chose qui nous vient et pourtant c'est quelque C'est chose sûr. d'important, enfin.
C'est sûr, Bah, et, d'où l'intérêt d'avoir un document, enfin le plan de maîtrise sanitaire, le document en question, le classeur, bien organisé, bien rangé, une fois pour toutes. Comme ça, n'importe quelle personne qui est permanente chez vous saura où il est et le donner à l'agent. Après, il se débrouille, il fait comme il veut, mais au moins, il y a quelqu'un qui l'aura mis en place. Enfin, collectivement, vous aurez mis en place ce document. Ça prendra un certain temps ou un temps certain que vous voulez, mais c'est sûr que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Mais l'intérêt, c'est qu'ensuite, ce classeur soit bien organisé, bien rangé, bien en évidence, pour que n'importe quelle personne permanente puisse s'en sortir. J'ai offert un reproche aux producteurs, je vais en prendre plein la gueule, je ne suis pas là, si vous voulez en écran, c'est pas gênant. Il y a des producteurs, beaucoup de producteurs sont agréés dans leur structure, agréés pour de la viande, pour des produits laitiers, ce genre de choses. Alors, moi, ce que je souhaiterais, hein, c'est que ces gens-là qui ont déjà une formation particulière pour l'agrément, qui ont déjà un PMS dans leur structure, puissent aider leurs collègues qui ne savent pas de quoi ils parlent dans ces conditions-là. Ça serait une bonne idée de collectivité. mais alors, Jean-Paul, pour aller dans ton sens et témoigner de ce qui se passe aussi sur le terrain et dans les magasins, c'est très souvent le cas. Souvent, on a des producteurs voilà, de denrées d'origine animale qui ont déjà bien sûr des PMS stricts à respecter sur leurs exploitations. Donc, ils ont la compétence, la connaissance, la compréhension. Donc, Exactement. souvent, c'est eux qui mouillent la chemise pour le collectif. Là où c'est intéressant, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut être un conseil quand même donné en tout cas aux groupes émergents, c'est de pouvoir voilà, s'appuyer sur ces compétences des éleveurs transformateurs qui ont cette question de la maîtrise sanitaire et du plan de maîtrise sanitaire et de l'associer avec d'autres productions qui ne sont pas Exactement. forcément tenues à avoir des exigences de plan de maîtrise sanitaire, mais qui du coup vont mieux comprendre et pouvoir vulgariser les éléments pour le reste du groupe. Enfin, dans un idéal, c'est sur ça que les groupes peuvent s'appuyer. Oui, il vaut toujours mieux utiliser l'eau tiède que la réinventer. Vous avez fonctionné comme ça, Marie? Est-ce que c'est... Enfin, toi, tu es éleveuse transformatrice, donc Oui. c'est peut-être pas pour Oui. rien, mais est-ce que vous êtes appuyé aussi Et sur en ces effet. compétences en interne? Alors moi, je suis dans la boutique depuis 3 ans, je pense. Donc le PMS existait déjà quand même. Oui, Et j'avoue que non, je ne pense pas pas avoir mis spécialement. à profit ce qu'on a appris nous pour notre labo. Est-ce que ça a été fait en amont? Peut-être que Céline qui est dans le chat pourra me le dire un peu plus. Après, par contre, pour l'anecdote, j'ai regardé le compte rendu de l'examen, du contrôle sanitaire et Oui. il y avait quand même bien écrit il y avait, qu'on a pu fournir un PMS. C'était écrit dans le compte rendu. C'était un point positif écrit dans le compte rendu. Donc voilà, c'était Magnifique. juste pour le Et souligner. puis, s'il n'y a pas eu de sanction, c'est que les résultats étaient là. Ouais. C'est encore une fois. Et Oui, oui. Euh, après, les Très sanctions, bien. les sanctions, faut pas non plus. Alors, disons que les sanctions, c'est quelque chose qui peut effectivement arriver. C'est moins des grosses erreurs au niveau de température. Si les relevés de température sont faits avec des températures non conformes et que vous n'avez fait aucune mesure corrective, il n'y aura pas de sanction si chaque fois que vous avez identifié quelque part une non-conformité, vous avez mis en place une mesure corrective. Ça, c'est classique. Mmh. Par contre, si effectivement un jour vous avez identifié quelque part une non-conformité, que ce soit en produit, en température, en mode naturel, et puis qu'en face vous n'avez rien fait, bah, le gars va se dire, écoutez, c'est une belle bande de branleurs, ils ont dit que c'était pas bon, mais ils n'ont rien fait pour améliorer la chose. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ça va un petit peu l'énerver, et après il va creuser autre chose. Donc ne l'énervez pas. Mmh. Ne l'énervez pas au départ. Et, et puis comme moi, c'est vrai que c'est comme ça beaucoup que je l'ai compris que ça m'aidait, c'est de se rappeler qu'on n'est pas sur une obligation de résultat, une obligation de moyens, mais une obligation Ouais, bien de résultat. tout à Donc par fait. exemple, faire des relevés de température tous les jours de manière exhaustive, c'est bien, c'est un moyen. Mais si en effet on repère une température qui a été par exemple non conforme à un moment et qu'on n'a rien fait, là on n'est plus dans le résultat. On ne garantit pas un résultat efficace du point de vue de la maîtrise sanitaire. Je vais, Juste, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Jean-Paul. Non, je vais le redire parce qu'on parle de température. Euh, je vous le redirai, j'ai déjà dit à tous ceux que j'ai vus la dernière fois, le relevé de température n'est pas une obligation réglementaire. Vous n'êtes pas obligé de relever les températures tous les jours. Seulement, le problème, c'est que chaque des services de contrôle vous le demande. Donc, il vaut mieux le relever. Mais l'obligation réglementaire, c'est de relever les non-conformités, effectivement, dans les chambres froides, dans les centres réfrigérés. Ça, c'est l'obligation réglementaire et la mesure corrective en face. Mais tous les jours, relever les températures, il n'y a aucun texte qui mentionne relever les températures tous les jours. La seule chose, c'est qu'ils ne font pas confiance aux services de contrôle qui demandent de relever tous les jours. Sachant, entre nous, on est 44 en ligne, là, c'est une belle connerie, parce que moi, je voulais un plan de température de tout le mois de mai prochain sans un thermomètre. On est bien d'accord. Voilà. C'est un peu une bêtise. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation réglementaire du reste. Hein. La seule obligation réglementaire, c'est les relevés de température pour les chambres négatives de plus de 10 mètres cubes, automatiques. Ça, c'est réglementaire. Et les obligations de mesures correctives, s'il y a un dysfonctionnement qui est noté. Ça, c'est aussi une obligation.
Ça marche. Et du coup, Jean-Paul, peut-être ça me permet de faire la transition sur peut-être là en quelques minutes nous décrire justement, puisque ce contenu d'un plan de maîtrise sanitaire, alors pas forcément de manière exhaustive, et on en parlera après dans le document qu'on a édité, On ce peut. memento réglementaire dont on vous parlera, où les choses sont retranscrites. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du plan de maîtrise sanitaire, voilà, des points d'attention, des points de vigilance en quelques mots sachant que je sais qu'il y a beaucoup de chapitres, mais voilà. Alors, globalement, pour commencer un PMS, on peut mettre à peu près 10 à 11 chapitres. On peut en rajouter d'autres, comme Meta-Analyse par exemple, hein, mais globalement, en PMS, on va dire classique, contient une dizaine ou 11, à peu près 11 chapitres. Ces chapitres commencent par les contrôles à la réception, hein, c'est le premier point. Et ce que disait tout à l'heure Mme Évrard, ils ont demandé les bons de livraison, les bons de réception, pour savoir un petit peu donner les marchandises. C'est le minimum d'application du 178-2002, texte européen, qui prévoit la traçabilité des produits. L'important pour un service de contrôle, c'est de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont acheminés. Bon, ça, c'est une question de température, mais d'où ils viennent, effectivement, parce que dans un magasin producteur, il y aura plusieurs types de fromages, plusieurs fromages, et l'important, c'est dans une vitrine, on sache que ce fromage-là, c'est tel producteur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point important, d'où l'intérêt du bon de livraison avec les mentions réglementaires et les caractéristiques des produits. Après, on va effectivement avoir tout ce qui est traçabilité des denrées alimentaires. Donc on revient un petit peu sur le produit. On a des problèmes d'étiquetage pour ceux qui font du déconditionnement, de produits conditionnés, ou des coquillages, par exemple, hein. Après, on va avoir tout ce qui est effectivement plan de nettoyage, avec les bons produits, le bon dosage, le fameux tact, la température, la concentration, la matérialisation et l'affichage des applications, sachant que dans le plan de nettoyage, en remise directe, on n'a pas l'obligation de marquer qui a fait quoi. Ça peut s'arrêter au produit et à la fréquence, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. De préférence, en nettoyage, utiliser les produits au moins semi-professionnels. On évite le pec citron, le myrrhe, ils n'aiment pas bien. Hein, essayer d'avoir des produits plus professionnels, ou moins semi-professionnels, ça existe en semi-professionnel, soit dans les coopératives agricoles, soit dans des centres comme Métro, Mazin comme ça, mais on peut trouver des semi-professionnels qui sont efficaces et qui ont effectivement l'aval des autorités de contrôle. Un nettoyage est plus efficace si on prend un produit de nettoyage et un produit de désinfectant. Il est moins efficace si on prend un produit mixte. Donc, préférez les produits de nettoyage double, un nettoyant d'abord et un désinfectant après. Pensez dans vos plans de nettoyage à mentionner également les véhicules, les conteneurs, qui font partie de la structure, hein. Donc ne les oubliez pas. Après, vous aurez tout ce qui est effectivement analyse des dangers. Donc analyse des dangers, ça va plus être sur les magasins de producteurs ou sur les producteurs qui ont des manipulations à risque. Donc manipulation à risque, c'est fabrication de conserves, stérilisation, pasteurisation, fabrication de salaisons, l'utilisation de fromage de moins de 60 jours d'affinage. Ça sont des manipulations qui réglementairement sont à risque. Donc là, il faut mettre en place un plan HACCP complet. Donc là, vous pouvez vous aider des plans HACCP qui sont dans les guides de bonne pratique. Il y en a plusieurs qui peuvent vous aider à mettre en place ce genre de. Mais enfin, les magasins en général, ça ne vous concerne pas trop. C'est plutôt le producteur en amont que ça peut concerner. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui ont des obligations. Si j'ai vu sur la liste, par exemple, Coustelet, parce que c'est 84, oui. Je connais bien. Coustelet qui fait des conserves, oui, lui, il a l'obligation de faire un plan HACCP complet. Il n'a pas le choix. Il fait de la conserverie, hein. Voilà. Après, vous allez effectivement avoir tout ce qui est bonne pratique d'hygiène. Donc, bonne pratique d'hygiène, ça peut être la mise en place des lave-mains, ça peut être une tenue de travail correcte, ça peut être l'utilisation de gants. Voilà, ça c'est les bonnes pratiques d'hygiène classiques. Le plan de maintenance, on parlait tout à l'heure du frigoriste, quelqu'un qui est spécialiste chez vous, là, Mme Évrard, pour le frigo. Donc, effectivement, ça c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un plan de maintenance inclus dans le PMS. Savoir qui est le frigoriste, quand est-ce qu'il intervient, combien de temps après la panne il va intervenir, savoir si c'est 2 jours après ou si c'est 2 heures après, c'est pas pareil, hein, pour les produits. Voilà, mettre ce que vous faites dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait des produits quand on a quelque chose qui s'arrête? On change de frigo, voilà, c'est important. Tout ce qui est ce qu'on disait tout à l'heure, on a noté une non-conformité, on met en place une mesure corrective. Voilà, ça c'est important. Le plan de dératisation, alors sachez que vous pouvez le faire vous-même, le plan de dératisation, vous pouvez faire appel à un prestataire extérieur, vous pouvez le faire vous-même. L'important c'est qu'on sache où sont les pièges, garder les étiquetages des produits, et l'emplacement des appâts sur un plan de masse de l'établissement et avoir 100 antiposons à proximité au cas où un animal domestique se sert du piège. Ça peut arriver. Et puis tout ce qui est formation, donc un petit chapitre sur la formation, voir un petit peu ce que vous avez reçu comme formation, donc les formations internes, les formations externes, par des formateurs internes, ainsi de suite. C'est important, dans ce classement-là, il y a des formations. Et puis enfin, l'état de santé du personnel, ça ne concerne en général que les magasins qui ont des salariés, puisqu'en fait, vous êtes producteur, vous êtes, entre guillemets, indépendant, vous êtes malade, vous n'êtes pas là, c'est votre problème. Alors qu'un salarié, il est soumis à la médecine du travail, donc il a un petit peu des contrôles, des choses différentes.
Donc là, c'est pour ça que chaque fois que je suis passé dans le magasin, j'ai dit, prenez un gros classeur d'école, un classeur épais, vous faites les 11 ou 12 intercalaires, et vous mettez dedans tout ce qui est à faire vivre à l'intérieur. Vous mettez les fiches qui sont à remplir, les fiches déjà remplies en archive, et ce classeur va vivre régulièrement, tranquillement. Il y a quelques points qui vont rester figés. Le plan de nettoyage va rester figé. Une fois que vous avez figé un plan de nettoyage, il est fixé pour quelques temps. Sauf si vous changez de produit, pour des raisons quelconques, financières ou autres, à ce moment-là, on remet le plan de nettoyage à jour. Mais sinon, c'est reste figé, ça. Les choses qui vont vivre, c'est le relevé de température, c'est les bons de livraison, la maîtrise sanitaire, la maîtrise des structures, bon, ça ne va pas changer beaucoup. Le frigoriste sera toujours le même, pas, à moins qu'il s'en aille à la retraite, ça peut arriver. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui vont rester fixes. C'est pour ça que ce PMS, il faut absolument s'y mettre pendant un certain temps, une demi-journée, une journée, le remplir complètement, et puis après, on fait vivre ce qui est à faire vivre. Mais c'est vrai que c'est une contrainte de mettre en place, effectivement, mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Mais c'est important, c'est un document qui normalement doit un petit peu être la fin du contrôle et la synthèse de tout ce que l'agent, enfin, le contrôle aura pu voir avant. Voir si vous avez bien enlevé les températures, si vous n'avez pas fait enlever la semaine dernière, puis depuis, il y a 2 mois qu'il n'y a pas eu de contrôle. Voilà, un petit peu tout ça. C'est important. Après, dans un relevé de température, puisqu'on parle de température, il préfère avoir 1 ou 2 jours ou 3 jours sans température que voir une température notée avec le pif. Même principe, ça. Voilà, parce qu'on finit, température notée avec le pif, on finit par les sentir des fois. Alors, c'est comment ça marche. Et puis Jean-Paul, je compléterai en disant aussi, finalement, ce qui est rassurant et pourquoi ça fonctionne bien et dans les magasins de producteurs, c'est que voilà, les producteurs sont professionnels, ils ont des compétences à ce niveau-là et les résultats sont Et là. généralement, vous avez la qualité des produits, c'est important, la qualité Et des il y a la produits. qualité, voilà, il y a pas mal de, la maîtrise est là. Ce qu'il ne faudrait ne pas faire, ce qui est à éviter selon moi, c'est d'envisager le PMS justement uniquement comme le classeur qu'on va remplir gentiment en cochant chaque case, parce que ça peut être tentant. On prend le PMS du voisin, des copains, Ça va être alors compliqué que parce que c'est pas un document. non, mais voilà, mais c'est pour dire que parfois on peut avoir le réflexe de se dire, bon, il y a ce gros document à remplir, etc. C'est pénible, c'est une formalité administrative, mais attention, je sais que c'est pas facile, mais j'invite vraiment les collectifs à le prendre comme, OK, comment nous on s'organise pour que tout soit nickel d'équerre d'un point de vue maîtrise sanitaire, et ensuite, allez, on fait l'effort de le consigner, de le faire vivre pour 2 résultats, en cas de contrôle, être bien, être prêt, et puis pour pouvoir l'expliquer aux autres Exactement. collègues, aux autres agriculteurs du collectif. Donc, Et à ça, l'agent de j'ai l'impression contrôle que ça aussi. allège un peu psychologiquement l'approche du PMS, de se dire Oui, que vous oui. faites déjà les choses. L'idée, c'est de les consigner pour qu'elles soient compréhensibles par d'autres. Mais que Et c'est pas un but en soi, le classeur, quoi. non. Globalement, vous avez tous dans tous les magasins, vous avez cette notion orale des choses. Ce que vous n'avez pas, c'est cette transcription de ce que vous faites dans le document PMS. Et globalement, vous l'avez tous, le PMS. Mais oralement, vous savez tout ce que vous faites. Heureusement encore. D'où ça vient, les produits, ça vient, comment ça se passe. Les relevés de température, bon, ça en général, c'est bien fait. Le plan de nettoyage, il y a quelques bricoles, c'est bien fait aussi. Donc, vous savez tous très bien expliquer les choses. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas un document qui fiche par écrit ces procédures-là. Et c'est ce qu'ils vous demanderont. C'est ce qu'ils vous demanderont. Et dans les bilans annuels que produit la DGL, donc la Direction générale de l'alimentation, sur les bilans des contrôles réalisés dans les différents secteurs, quand on touche au secteur donc producteur fermier dans lequel les magasins s'inscrivent, en effet, il n'y a jamais les points réguliers qui reviennent. On est sur la présentation de documents, voilà, après sur d'autres éléments, mais on est dans dans cette difficulté-là de pouvoir filer la réalité dans un document contrôlable par une autorité externe, quoi. Tout à fait. Du coup, alors ça me fait une transition aussi pour passer un peu à la partie aussi, comment enfin voilà, quelles sont les ressources, les accompagnements possibles pour mettre en place ça. Alors on l'a dit justement, là il y a un PMS à mettre en place, il y a toute une liste de documents obligatoires à avoir à disposition en cas de contrôle, mais pas uniquement sanitaire, pour divers contrôles. Alors ça me fait une transition pour vous dire que cette liste de documents, elle sera disponible. Alors, elle est réservée aux adhérents des réseaux de tram, elle sera disponible dans le memento réglementaire donc, qu'on a édité en janvier et que je vais vous présenter là rapidement comme justement une des ressources possibles. On va en présenter d'autres derrière, mais une des ressources possibles pour vous préparer et puis organiser votre PMS. Alors, je partage à nouveau mon écran. Hop. Touc. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Ouais, super. Alors, ça, c'est rapidement une petite description. Alors, on voit en haut à droite l'image, la page de couverture donc de ce memento réglementaire
qu'on a produit. Il est disponible, en tout cas la partie sanitaire est disponible sur le centre de ressources de Tram, sur son site internet. Alors, ce document qui voulait, voilà, comment être prêt en cas de contrôle, donc il s'adresse aux magasins en vente directe collective, sachant que la réglementation va nous amener à le modifier, je pense, prochainement. Mais donc, voilà, il s'adresse vraiment aux magasins de producteurs en vente directe. Et il a été donc rédigé par Tram et avec l'appui donc de Jean-Paul pour vérifier qu'on ne disait pas de bêtises. Donc, il est organisé comme suit. Donc, on a une première fiche qui permet de dire qui contrôle sur quoi, puisqu'on a différents organes de contrôle et différents domaines de contrôle. Donc, on vous fait un récap dans cette première fiche-là. Et ensuite, on a 2 fiches qui sont dédiées à la partie sanitaire. Donc, avec justement une première partie contrôle sanitaire, c'est un peu ce qu'on vient de faire là autour de vos témoignages, mais en version plus détaillée, plus poussée, où il y a vraiment les étapes d'un contrôle sanitaire en magasin, les sanctions encourues par les groupes. Et ensuite, on a une fiche qui vient détailler, vraiment zoomer sur le plan de maîtrise sanitaire, tel qu'on vient de le faire là rapidement, sur son contenu. Donc, on va balayer les 10 ou 11 chapitres que Jean-Paul nous précisait. On décrit les chapitres. Et pour certains, il y a vraiment des outils que vous pouvez reprendre, des fiches de relevé, des fiches de plan de nettoyage que vous pouvez photocopier et réutiliser à votre usage personnel. Donc, l'idée, c'est de faire un peu un guide. Alors, c'est du texte, hein, mais voilà, l'idée, c'est de vous guider pas à pas aussi dans la réalisation du PMS. Et puis, on a 2 autres fiches donc, qui existent, mais qui sont actuellement réservées au réseau adhérent de Tram, donc sur les contrôles fiscaux, et un document récapitulatif de tout un tableau avec tous les documents obligatoires en cas de contrôle. Et puis, à venir, puisque l'idée de ce memento réglementaire, c'est de le mettre à jour, comme les PMS, et de l'enrichir. Et donc, on aura aussi à venir des fiches sur la réglementation sociale, sur la publicité mensongère, enfin sur différents aspects de la réglementation applicable en magasin de producteurs. Voilà pour vous présenter cet élément-là. Donc, il est téléchargeable sur le site de Tram. Un autre élément qui n'est pas des moindres, et on l'a dit en partie tout à l'heure, mais un des outils importants, et puis ce sont aussi des obligations en partie, ce sont les formations. Donc là, Jean-Paul, je dis, mais je te laisse me compléter s'il y a besoin. Donc, on a les formations autour des bonnes pratiques d'hygiène. Donc là, l'idée, c'est que, alors, à la base, c'est une obligation pour tous ceux qui manipulent des denrées au sein d'une structure. Alors, les mesures de flexibilité du plan de maîtrise sanitaire en circuit court, introduites en 2018 par la DGAL, permettent une flexibilité n'obligeant qu'une seule personne du collectif à se former et à en faire une restitution formelle au reste du groupe pour transférer le savoir acquis. Bon, le fait est qu'on conseille quand même globalement de faire pour tous la formation parce que ça permet de s'impliquer, voilà, de tous être ensemble à travailler sur le sujet. Mais il y a en tout cas une flexibilité possible là-dessus. Et puis un renouvellement tous les 5 ans environ. Jean-Paul, on est bon là-dessus sur ce que je présente? De toute façon, la plupart des textes réglementaires, même sur technique, même pour toute la remise directe en général, hein, une seule personne formée, ça suffit dans la structure. En général, il n'y a pas de souci pour toute la remise directe. Après, je vois le côté HACCP, ça, si vous n'avez pas de manipulation de risque, oubliez, sortez ce terme de votre tête, il ne vous sert à rien. Il vous sert à rien. C'est complexe. C'est pour l'agroalimentaire, c'est beaucoup compliqué. Ça ne concerne que les agréés, donc les magasins producteurs, si vous n'êtes pas agréé, laissez tomber. Ça va vous faire des complications pour rien, ça. Voilà, et puis il y a des formations autour aussi du plan de maîtrise sanitaire, voilà, qui sont réalisées par différents prestataires, partenaires, voilà, sur qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on le met en place, et puis voilà, appliqué au cas concret du magasin dont il est question. Voilà pour les formations et donc le niveau d'obligation et puis de ce qui est conseillé. Je coupe mon partage. Dans les autres éléments que je peux vous glisser, parce que c'est important aussi. Alors, dans les outils qui sont proposés par Tram et ses réseaux, on a notamment l'audit sanitaire. Donc, l'idée, c'est de venir faire un contrôle à blanc dans vos magasins, voilà, et voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. On a également un audit réglementaire, donc il lui est plus large.
L'idée, c'est pareil, c'est de venir voir un petit peu tout votre système documentaire, est-ce que tout est à jour, et puis vous aider à être prêt en cas de contrôle et à respecter toutes les réglementations. Bien sûr, en termes de ressources et d'accompagnement, il y a l'échange entre pairs, hein, il y a les réseaux de magasins de producteurs existants, voilà, notamment Boutique Paysanne dont tu fais partie, Marie, en Occitanie, où là, il y a beaucoup de ressources, hein, vous vivez les mêmes choses, il y a du partage de données, d'outils, voilà, de se rassurer, de s'entraider, de s'encourager, etc. Donc ça, c'est essentiel. Il y a aussi les structures qui accompagnent, hein. Voilà, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit des prestataires formateurs, que ce soit voilà, différentes structures qui peuvent vous amener la compétence et répondre à vos questions. Voilà, donc faut pas hésiter à s'armer de tous ces soutiens. Peut-être la chose la plus importante selon moi à dire, c'est que ce qui compte, c'est surtout de faire le point dans ce que vous avez besoin pour choisir l'accompagnement qui vous va le mieux. Voilà, hein, pour doser où vous en êtes à votre étape et choisir l'accompagnement le plus adapté, quoi. Voilà. Est-ce que sur les ressources, les accompagnements, Jean-Paul, Marie, est-ce que vous avez un regard là-dessus? Ou Marie, peut-être du point de vue de vos besoins ou de comment vous avez fonctionné, ou Jean-Paul, sur ton regard extérieur? Moi, j'ai pas... Non, c'est bon, on n'a pas de point particulier. Tout ce qui Ouais. est accompagnement, mise en place de PMS, il vaut toujours mieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider à mettre en place ce PMS plutôt que de vous le faire. Parce que vous le faire, ça vous arrangera pas. Sur le moment, ça vous rendra service, mais lors d'un contrôle, ça va vous embêter parce que vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, comment c'était rédigé et comment le restituer. Ça va être très compliqué. Donc, vous accompagnez pour le mettre en place, oui. Vous expliquez, vous guidez un petit peu, oui, pas de problème. Par contre, le faire à la place de quelqu'un, non. C'est pas, moi, j'ai toujours refusé parce que ça ne rend pas service à la personne qui demande l'accompagnement. Comme pour un dossier d'agrément. Tout à fait. Un dossier d'agrément, faire un dossier d'agrément, ça coûte 1 200, 1 300 euros par quelqu'un d'extérieur, c'est facile à faire. Le jour où vous avez un contrôle d'une entreprise agréée, sortez le dossier, le mec va vous poser des questions. Oui, mais bon, alors je ne sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, il faut la rechercher. Alors, C'est très compliqué. je te coupe une seconde, Jean-Paul, j'en profite. Oui. C'était une des questions posées par les participants dans les formulaires d'inscription. Qui peut accompagner sur la création d'un dossier d'agrément, justement, en 2 mots par rapport à ce que tu dis? Alors, il y a des sociétés spécialisées qui peuvent accompagner. Malheureusement, elles ont toujours tendance à vouloir le faire. Donc, c'est un coût qui n'est pas forcément négligeable, hein. Ça peut aller selon l'agrément, hein, entre 500 600 euros jusqu'à 1000 2000 euros, hein. Donc, c'est cher. Après, il y a des gens qui font des accompagnements, hein. On peut très bien aider quelqu'un à faire un accompagnement de mise en place de PMS, hein, ou de dossier d'agrément. Après, vous avez sur le site du ministère de l'Agriculture des dossiers d'agrément type qui existent déjà, en produits laitiers, en charcuterie, par exemple, hein, qui sont pas mal faits. Régulièrement, la DGL met un petit peu à jour ces documents-là. Donc, ce sont des documents dans lesquels les principales lignes du dossier sont mises en place. Après, c'est à vous de les remplir. Mais c'est important que vous remplissiez ces lignes-là, parce que si jamais les questions sont posées sur tel et tel point par l'inspecteur, et ça sera fait, ça sera sûrement fait, vous aurez du mal à répondre, c'est pas vous qui avez rédigé. Toujours pareil, ça, hein. Et c'est le même principe pour le PMS. Parce que des PMS types, on va en trouver n'importe où, hein. Sur tous les sites sur Internet, vous allez en trouver des PMS types. En ayant 250 euros, vous allez trouver un PMS type. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un PMS type, remplissez-le. Aidez-vous, comme dit Madame Ousmane, aidez-vous des GBPH. Vous avez le GBPH. De bonnes pratiques d'hygiène. Vous avez celui des restaurateurs que vous aidez pour les procédures. Vous avez celui des bouchers, des charcutiers, qui sont plus anciens, ceux-là, hein. Mais le dernier en glace, c'est celui des restaurateurs, 2016. Donc c'est le plus récent, c'est celui qui comprend le plus d'informations à peu près à jour par rapport, je pense, aux procédures HACCP en particulier, pour ceux qui en ont besoin, et aux manipulations de risque également, pour ceux qui en font. Mais après, ce n'est pas une obligation non plus de mettre en place, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de procédure à risque, de manipulation à risque à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, HACCP, on oublie si on n'a pas de manipulation à risque. On parle de PMS, ça suffit largement pour la remise directe. La HACCP, c'est plus à l'industrie, à l'agroalimentaire, à des structures qui ont une production avec un numéro d'agrément derrière. Il faut savoir également qu'il n'y aura pas de dérogation s'il n'y a pas d'agrément. La dérogation et l'agrément sont des choses qui sont parallèles. On ne peut pas parler de dérogation si on n'a pas d'agrément en face. Il y a une dérogation pour la viande, oui, pour les fromages, oui, pour les produits transformés, non, puisqu'il n'y a pas d'agrément pour les produits transformés, comme les pizzas, on n'a pas d'agrément. Donc il n'y a pas de dérogation. C'est systématiquement face à face, hein. Pensez bien à ça. Et Merci. en tout cas, pour Marie, l'usage de nous, producteurs, dans les boutiques, je trouve ça très bien d'avoir ce memento. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais de nous aider
En fait, ça a l'air beaucoup plus simple à prendre en main que de se lancer dans le bain sans trop y connaître. J'ai l'impression que là, on peut se partager, justement pour s'organiser et revoir notre PMS, on va se partager les fiches entre producteurs. Bah, toi, occupe-toi un peu de ce volet-là et voilà. Ça va nous aider, je pense, à nous cadrer, et à être un peu avoir un bon, comment dire? Un résultat assez satisfaisant, nous pour avancer sur notre PMS, de manière, à ce que ça nous prenne pas, trop de temps. Enfin, c'est efficace, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai Ça marche. l'impression qui Tout à fait. en ressortira. Ça marche. Merci Marie. Merci beaucoup pour vos témoignages. Du coup, je vous propose qu'on garde comme prévu un temps sur les questions. Alors, avant de laisser la parole, ou en tout cas aux questions là en direct, il y avait donc des questions posées dans le formulaire d'inscription. Donc, il y en a quelques-unes à laquelle on a répondu. Il y en avait deux autres que j'ai notées qui peuvent être intéressantes à placer. Il y avait autour de la question spécifique du vrac. Alors, Jean-Paul, je te laisse peut-être répondre sur Alors, c'est un chapitre particulier du PMS quand on vend du vrac, si je ne me trompe oui, pas. ça peut être un chapitre particulier. Il faut savoir qu'il y a un arrêté national qui précise les denrées qu'on ne peut pas vendre en vrac. D'accord. Il concerne principalement que certains végétaux, et certains produits secs. Mais bon, c'est évident que vendre en vrac des produits d'origine animale, ça, on ne va pas commencer à vendre en vrac le steak, ni la sardine, c'est pas compliqué, c'est compliqué. Le plus gros souci qu'il peut y avoir pour la vente en vrac, en général, ce sont plutôt des graines, des trucs dans ce genre-là, c'est de bien mettre dans le plan nettoyage, ne pas oublier les silos dans le plan nettoyage. Ce que vous oubliez souvent, vous oubliez les silos dans votre Les écran de nettoyage. distributeurs. Les distributeurs. Ce qui veut dire qu'on peut être embêté par des aflatoxines, par exemple, donc ça, c'est pas une bonne solution. Donc, il faut absolument que ces silos, enfin ces distributeurs, rentrent dans le plan nettoyage. Alors après, c'est vous qui décidez la fréquence. Il n'y a pas d'obligation sur la fréquence de nettoyage, que ce soit pour une viande hachée ou que ce soit pour un silo distributeur. C'est vous qui déterminez la fréquence en fonction du risque que vous avez évalué par rapport au produit que vous vendez. Donc c'est important de mettre bien en place, c'est vous qui décidez ça. Il n'y a pas de réglementation qui va vous décider ça. C'est important Spécifiques, également ouais. de vérifier également que pour les produits secs, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Si vous vendez en vrac des produits un peu moins secs, qui peuvent être, il faut que ce soit des produits dans lesquels les producteurs, même pour les produits secs, les clients qui viennent chez vous, producteurs, chercher des matières avec leur matériel, soit un produit qui soit quand même relativement propre. C'est important parce que si jamais il y a un souci, il ne va pas vous dire que c'est le produit sa gamelle était dégueulasse. Il vous dira votre produit m'a intoxiqué, il ne dira pas que sa gamelle était sale. C'est jamais sa faute pour le consommateur. C'est toujours celle de chez qui il a acheté quelque chose. Donc le problème, il est important aussi à vérifier. Donc de préférence, va distribuer, donner des sacs à papier à distribution pour les silos. Si toutefois vous avez des gens qui viennent avec effectivement des bidons, enfin je pense à de la lessive, on s'en fout un petit peu, ces produits-là, c'est pas grave, mais d'autres produits, faites attention que le contenant soit à une hygiène quand même satisfaisante. Sinon, mettez une option dessus en disant c'est votre contenant, mais s'il y a un souci, c'est vous débrouillez, c'est pas moi. C'est important parce que moi je connais bien les consommateurs, pour avoir essuyé des plaintes pendant des années de consommateurs en DDPP, c'est jamais la faute du consommateur. Quand les steaks cachés sont sur l'intérieur de la voiture pendant 2 heures, c'est pas sa faute non plus. Par contre, il a été malade, mais c'est la faute du gars qui lui a vendu le steak caché. Donc là, faites attention à ça. Ça marche. Merci Jean-Paul. Il y avait une autre question aussi sur la réglementation applicable pour l'agriculture, les produits en agriculture biologique dans les magasins de producteurs. Alors, moi, je peux éventuellement vous amener une réponse. On l'a présenté tout à l'heure, le groupe de travail national magasin de producteurs a travaillé sur ce chantier, notamment avec l'INAO, pour savoir, en gros, il y avait un peu un doute sur est-ce que les magasins doivent être certifiés AB dès lors qu'ils vendent que des produits bio sont mis enfin, dans le magasin, etc. Mais il y a aussi le prolongement des exploitations. Enfin, ça posait pas mal de questions. Donc, pour répondre à cette question, finalement, la réponse de l'INAO était assez simple. C'est une affaire de question de propriété. Si le magasin, les producteurs sont en contrat de mandat, alors la certification AB du producteur en question suffit, mais le magasin peut être contrôlé via un contrôle du producteur. Le producteur est contrôlé pour sa certification AB et on va venir voir dans ses débouchés comment ça se passe, la commercialisation de ces produits AB dans tel débouché. Donc ça, c'est un premier circuit. Là, le magasin n'a pas besoin de se notifier à l'agence bio ni d'être certifié. Par contre, s'il pratique de l'achat-revente, si les produits sont achetés et revendus, il y a un transfert de propriété. Alors là, il y a une réglementation qui s'applique. Si la vente, alors ça concerne la vente de produits en vrac,
donc que ça soit de charcuterie, fruits et légumes, etc. Si ça ne dépasse pas 20 000 € hors taxe de vente, alors le magasin n'a pas besoin de se notifier ni d'avoir une certification AB. Par contre, s'il dépasse ce seuil de 20 000 € hors taxe de vente de produits en vrac AB, alors il doit se notifier à l'agence bio et être certifié en tant que magasin. Voilà. Donc, on a essayé de clarifier ça. Enfin, on avait produit des documents là-dessus. S'il y a des questions ultérieures, on pourra les diffuser. Voilà pour les questions que j'avais dans les formulaires. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait une question. Alors, nous sommes une association composée de producteurs et de consommateurs. Nous avons un local prêté par la mairie. Sommes-nous considérés comme magasin de producteurs? Sinon, sommes-nous soumis aux mêmes règles? Nous sommes en dépôt-vente. Alors, Jean-Paul, je te renvoie la question. Alors, dépôt-vente, de toute façon, tous les textes qui vont s'appliquer à la remise directe vont s'appliquer à ce magasin, quel qu'il soit. Que ce soit en dépôt-vente ou producteur, ça ne change rien au problème. Toutes les règles de la remise directe vont s'appliquer à ce magasin. Après, dépôt-vente, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont déposer des marchandises à l'intérieur, qui sont tous des producteurs. Il n'y a pas de gens extérieurs. Alors, je peux réactiver les micros, hein, si vous pouvez. Il n'y a pas d'artisan extérieur. Parce que après, on va retrouver sur le problème de la dérogation de l'agrément. Là. Oui, bonjour. Merci de répondre à notre question. Je vais essayer en tout cas. Voilà, nous, on a une structure qui est un petit peu particulière, puisqu'on n'est pas un magasin de producteurs, on a créé une association et nous sommes des producteurs, des consommateurs et on fait fonctionner ensemble un local qui nous est prêté par la mairie. C'était une volonté de la mairie de créer ce lieu-là dans le village. Et du coup, c'est sous forme de dépôt-vente parce que les producteurs viennent déposer. On ouvre le vendredi, le samedi. Il y a 8 heures d'ouverture au total. Et voilà, et c'est fermé. Les producteurs viennent récupérer leurs marchandises ensuite, pour ce qui est frais, bien évidemment. Voilà. Mais on est sous forme associative. Et tout ce qui concerne la structure de ce local-là est à charge de la mairie. On est bien d'accord. Donc, ce qui veut dire que si un jour il y a un mur qui s'effondre, c'est la mairie qui va le reconstruire. J'exagère un peu, mais bon, c'est ce genre de dispositif. La mise en place d'un lave-main à commande hygiénique pour le service arrière à découpe, par exemple, hein, s'il y en a, c'est aussi le dispositif de la mairie. Tout à fait. La mise en place d'un local sanitaire pour le personnel, c'est aussi la mise en place de la mairie. Oui. Par exemple. Après, effectivement, tout ce qui est marchandise à l'intérieur, ça va être un petit peu comme le magasin de producteur. C'est-à-dire que le producteur va être responsable de sa marchandise puisqu'il rentre dans un magasin. Alors qu'il rentre dans un magasin de producteur ou dans un magasin de remise directe, il n'y a pas beaucoup de différence. Et on va retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, le côté agrément et le côté dérogation. Puisqu'en fait, si on garde la procédure actuelle, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui met dans un magasin quel qu'il soit un produit d'origine animale, il faudrait que ce soit une dérogation ou sous agrément. On ne pourra pas y échapper. Hein. Ok. D'accord. Donc, c'est important d'avoir ce fameux PMS. C'est important. De toute façon, vous êtes un magasin de remise directe, donc de toute façon, ça vous incombe. Dans tous les cas, effectivement, de façon à avoir effectivement un dossier à mettre en place, quelque chose peut-être simple, dans lequel il y aura peut-être une partie qui va concerner peut-être la mairie, sur les locaux, par exemple, hein, pour l'entretien des locaux. Je ne sais pas, voir un petit peu avec la mairie, mais cette partie-là peut peut-être incomber à la mairie. Maintenant, si la mairie vous dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils vous dites, bon, fin de journée, c'est l'entreprise municipale qui fait le nettoyage, à ce moment-là, il faudrait effectivement que dans votre PMS, dans le plan de nettoyage du PMS, le plan de nettoyage de la mairie apparaisse avec les produits en question, par exemple. Oui. Non, là, c'est vraiment nous. Que nous faisons fonctionner la boutique. Hein. Voilà. D'accord. Ouais. Peut-être ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas, c'est de reprendre justement les chapitres là qui sont proposés pour le plan de maîtrise sanitaire, de regarder chapitre par chapitre comment vous fonctionnez, quelles sont vos spécificités, toujours avec en tête comment on maîtrise les aspects sanitaires de notre activité. Et ça vous permet de décortiquer étape par étape. Mais oui, vous êtes quand même soumis à ces exigences de réglementation hygiène et sanitaire. Alors, avec plaisir. Alors, il y a 2 questions qui se suivent, qui sont un peu en même temps autour de où s'arrête la propriété et responsabilité du produit de l'agriculteur dans une boutique, et aussi les questions autour des discussions en cours avec la DGAL sur le cadre réglementaire. Alors, comment faire une réponse concise? Actuellement, on peut imaginer que
dès lors où un collectif d'agriculteurs vend ses produits avec un contrat de mandat, la responsabilité du produit, eh bien, elle incombe au producteur jusqu'à la vente directe au consommateur. Donc, on est bien d'accord que c'est le producteur qui est responsable de son produit. Et donc, il y a une responsabilité de la part de la boutique, du collectif, qui va être la responsabilité de la chose gardée. En gros, l'agriculteur, il doit arriver avec un produit qui, lui, respecte les normes et de qualité. Et le magasin, quand il le réceptionne, se doit d'avoir la responsabilité de bien le conserver dans des enceintes frigorifiques qui sont contrôlées, etc., etc. Par contre, ce que nous dit, et donc, excusez-moi, je finis, toute cette histoire de responsabilité des produits par les producteurs, on est bien dans cette logique de prolongement des exploitations, d'une activité de vente inscrite dans le prolongement des exploitations. Donc, ça a amené à ça. Par contre, aujourd'hui, du point de vue des denrées d'origine animale, on parle bien de cela précisément, la réglementation vient nous mettre un pic supplémentaire avec cette exigence de respecter les normes européennes. Et donc, ce que nous dit la DGL depuis 5 ans qu'on discute avec elle, depuis l'abrogation de la note de 2010, eh bien, c'est que les producteurs de denrées d'origine animale, pour aller en magasin de producteurs, devront être soumis à la dérogation à l'agrément ou à l'agrément. Sous-entendu, ils ne pourront plus vendre en direct leurs produits. On parle bien des éleveurs transformateurs, mais ce n'est pas pour les limiter à ça, c'est pour qu'on sache bien de quoi on parle, même si les impacts sont importants sur le terrain. Et ça fait 5 ans qu'on discute avec la DGL pour faire revenir ce qui se passait très bien jusqu'avant, c'est-à-dire on le voyait bien sur le terrain, les contrôles se passaient extrêmement bien, les modalités décrites pour respecter la remise directe collective, ça fonctionnait bien. Mais aujourd'hui, la DGL est obligée de mettre en œuvre la réglementation européenne. Et donc, elle nous dit, parce que quand on lui répond, mais quid des débouchés pour les petites productions et de la politique de relocalisation de l'alimentation, etc. Enfin, ça paraît contradictoire dans cet angle magasin de producteurs. Et donc, les leviers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure rapidement, les leviers seront sûrement autour des mesures de flexibilité où l'État français est souverain. Et donc, l'idée, c'est de ne surtout pas créer de blocage sur le terrain, tout en respectant les normes européennes. Donc, c'est un chantier supplémentaire à mener pour, à nouveau, faire remonter les blocages sur le terrain avec cette réglementation et essayer d'amener de la flexibilité sur ça, quoi. Oui, alors si tu peux me permettre, Marion, pour Vas-y, oui, bien sûr. effectivement la notion de dérogation, moi je pense que vous pouvez essayer de jouer sur les quantités de dérogation, ce qui veut dire qu'actuellement, il y a les 70-30% ou les 100%. Il faut essayer de faire passer au niveau de la DGL que quelqu'un qui fait 30%, 70%, donc c'est-à-dire 70% d'exploitation, 30% magasin, reste dans les mêmes quantités que le 100%. Je prends l'exemple de viande, par exemple. La viande, c'est 800 kg s'il fait 30, 60, et c'est plus que 250 s'il fait 100%. Donc, il faut essayer de jouer là-dessus, de façon à ce que vous ayez les mêmes quantités, que vous fassiez 30% ou 100%. Tout à fait. Donc, voilà, donc il y a des leviers, ça ne vient pas... mais en tout cas, voilà, du coup, la responsabilité des produits reste aux producteurs, mais sur les denrées d'origine animale, bien, on demande un cran supplémentaire pour le magasin en termes de responsabilité, quoi. Ça, c'est jouable. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vois 2 autres questions. Alors, quels sont le type de produits dits à risque? Je suis éleveur de vaches et transforme des saucisses et viandes fumées dans l'enceinte du magasin. Suis-je soumis aux règles HACCP? Ah bah oui, c'est l'exemple. C'est de la salaison, ça. Donc, HACCP. La salaison, donc il faudrait mettre en place une procédure HACCP complète, ce qui veut dire prendre l'exemple dans un guide de bonne pratique, le plus récent possible, de façon à mettre en place effectivement le tableau en question, le tableau avec analyse des dangers, évaluation des dangers, maîtrise du danger et mesures correctives. Donc le meilleur tableau qui puisse exister, je pense actuellement, c'est dans le guide de bonne pratique de la restauration. C'est le plus récent, 2016. C'est le plus récent. Après, vous pouvez vous prendre également des notions au niveau du bonne pratique des bouchers, parce que certains font peut-être ce genre de manipulation. Et dès l'instant, on a la salaison de manipulation en risque, c'est comme la fabrication de conserves, semi-conserves, et ainsi de suite. Donc la procédure HACCP, le tableau HACCP est une obligation. Les diagrammes de fabrication également, vous pouvez commencer à faire des diagrammes, c'est plus simple, parce qu'une fois que vous avez fait votre diagramme de fabrication, en fait, c'est votre recette, en fait. Vous allez transcrire en diagramme, et une fois que vous aurez bien établi ce diagramme-là, ça va vous faciliter les choses pour mettre en place le tableau correspondant. C'est à partir de la recette. Ça marche, merci Jean-Paul. C'est à partir de la recette. Et pour la dernière minute, on a une dernière question aussi.
lorsque des produits cosmétiques sont déposés dans un magasin de producteurs, le magasin doit-il justifier des DIP, des produits cosmétiques? Si un produit cosmétique n'en a pas, est-ce que le magasin peut être tenu pour compte ou seulement enfin, pour responsable ou seulement le producteur? Alors, je ne maîtrise pas les DIP, Ouais. Jean-Paul. Moi non plus, ça ne se mange pas. Par contre, j'avais donné Marion là, il y a 2 ans des guides, L'instruction, oui, des guides pratiques de la DGCCRF dans lesquels il y a des Oui. en vente en magasin producteur de produits cosmétiques. oui, c'est vrai. Alors, je vais le chercher tout de suite. Donc c'est une fiche pratique, il doit faire 3-4 pages. Donc j'en ai donné une bonne vingtaine. Donc regarde effectivement ce sujet. Tu vas voir ça. Parce que malheureusement, C'est dans le dossier d'information. Ouais, voilà. OK. tu ne retrouves pas sur Ça le marche. renverse. Tu ne retrouves pas sur le renverse. Parce que la DGCCRF a changé son site et on ne les retrouve plus chez eux. Ils ont, hop, dégagé. Mais moi, je les ai encore. Et donc, là. on retrouve cette fiche pratique de la DGCCRF cosmétique sur, Voilà. sur leur site internet. Je t'avais envoyé une vingtaine de fiches pratiques de la Oui, DGCCRF. oui, moi, je m'en souviens de celle-là. Bien Si sûr. tu en as besoin, je te les renverrai. Ça marche. Merci. Dernière question. Faut-il que le numéro de lot soit visible sur le rayon, type cagette ou caisse identifiée au producteur avec son numéro de lot? Le numéro de quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Ouais, c'est ça. Des dieux. Numéro de lot de Emmanuel, qu'est-ce qu'on vend? Quel genre de produit? Bon, on a perdu Emmanuel. Je suis là. Fruits, légumes ou viande. C'est tout, ça. en fait. La traçabilité du vrac en fruits et légumes. Quand le producteur il livre par exemple une cagette de, je sais pas, où il y a 200 fromages et où le fromage est en service arrière, est-ce que le client et potentiellement le contrôleur et le producteur est-ce que le numéro de lot doit être inscrit sur la cagette ou le contenant de ce produit vendu en vrac, qu'il soit en libre service ou en service arrière? Alors, les producteurs, vous avez 2 solutions de fonctionner pour les produits laitiers. Soit vous mettez un numéro de lot effectivement par fromage et ainsi de suite, soit vous mettez un numéro de lot par cuvée. Pour faciliter les choses, c'est comme vous voulez, c'est pas vos GBPH vous donnent les 2 possibilités. Par contre, effectivement, le numéro de lot n'est pas une obligation pour l'affichage du côté consommateur. C'est une information que vous pouvez garder sur le BL, par exemple, sur le bon de produit. Vous n'avez pas besoin d'afficher ça pour le consommateur, ni pour le contrôleur. Il demandera le bon de livraison et ça sera marqué sur le bon de livraison. Voilà, mais ma question était par exemple, on remarque, je ne sais pas moi, soit une non-conformité sur la température et on veut, ou le producteur nous informe a posteriori qu'il y a un problème sur un numéro de lot. Il faut aussi que les collègues à la vente puissent facilement l'identifier et savoir quoi retirer. Tout à fait. Donc, c'est l'intérêt du numéro de lot sur le BL, éventuellement par rapport au fromage fourni. Sinon, on retire tous les fromages mis en place par ce producteur. D'accord. En ratisse large. Merci. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Alors, oui, allez-y. Merci. On m'a signalé à la dernière formation PMS que en fait maintenant il fallait aussi un CERFA 13984 étoile 06 quand on faisait de la transformation alimentaire. Le 13984 06 c'est obligatoire pour tous les magasins de producteurs. C'est un CERFA. Oui, pour le magasin, mais là on m'a dit pour chaque producteur en plus. Ah ben oui, c'est par rapport à votre production à vous. Disons que dès l'instant que quelqu'un manipule, transforme, transporte des produits d'origine animale, il faut qu'ils soient déclarés sous cette forme-là. Non, mais là c'est animal. Et végétal. La question c'est pour aussi par exemple ceux qui font de la vente de fruits en direct, ceux qui font de la bière, ceux qui font du vin, ceux qui font tout ça. On revient à ce qu'on était avec Marion au début je ne sais pas si vous étiez en ligne déjà, le mot des CERFA. Il n'existe pas de CERFA pour les denrées d'origine végétale. Il existe un CERFA que pour les denrées d'origine animale parce que jusqu'à maintenant, la France n'a mis en place que ce dispositif-là. Néanmoins, le règlement européen 850 de 2004 prévoit un CERFA, prévoit une déclaration, même sur papier libre, de toutes les denrées d'origine alimentaire, que ce soit du pain, de la farine, des biscuits, des pâtes. Il y a une obligation de déclaration d'activité. Je ne parle pas des alcools, hein, je parle pas des alcools. Donc, soit vous faites une déclaration sur papier libre, soit vous utilisez un CERFA que moi j'ai mis en place pour les producteurs, hein, sur le modèle du CERFA d'origine animale, et qui vous envoie au DLPP. Ils vont peut-être râler, effectivement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des CERFA de DLPP d'origine végétale, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez déclaré conformément au texte européen. Vous avez déclaré votre activité, ils répondent, ils font un récépissé, ils ne font pas de récépissé. L'important, c'est vous avez fait votre déclaration.
Merci. Bien chose d'être repéré. Bon, Marion, je pense que tu as le modèle de Ça Sarfa. marche. Tu as le modèle Oui, de oui, Sarfa, oui, Marion. je l'ai. Tu dois l'avoir. Hein. Oui, je Marion? l'ai. Allô, Oui, Marion? oui, je suis là. Ça y est. Vous m'entendez pas? Tu dois avoir le numéro, tu dois avoir le modèle de Sarfa. Bah oui, je suis là. Vous m'entendez pas? Oui, Si. moi, je t'entends. Tu dois avoir le Ah modèle voilà, de vous m'avez fait Sarfa peur. végétal. Oui, oui, je l'ai, Jean-Paul. Voilà, bah, Pas de ceux souci, je qui le veulent, tu diffuserai. peux en donner, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Je vais devoir vous interrompre pour pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, peut-être une petite chose à se dire en guise de conclusion avant de se dire au revoir, c'est que, enfin, c'est ce qu'on en retient comme message fort. J'ai l'impression que donc, coordonner la mise à jour et la tenue finalement des documents de référence, le PMS, c'est essentiel, on l'a bien vu en cas de contrôle. Voilà, bien souvent, on le redit, la réalité des actions mises en place par les groupes, elle est satisfaisante, mais c'est souvent la formalisation du document, la mise à jour, voilà, qui pêche, et leur appropriation collective, voilà. Donc c'est là où peut-être il y a encore du travail à faire. Sur le terrain, nous, on observe que les contrôles se passent quand même globalement bien. Les manquements sont peu impactants, en fait, concrètement, même si l'amélioration reste continue. Voilà, c'est la démarche pour laquelle on continue à toujours travailler sur ce sujet. Oui. Et pour cela, on l'a dit, les groupes, voilà, vous pouvez vous appuyer sur vos pairs via les réseaux ou via les structures qui accompagnent. Et puis en tout cas, c'est ma petite conclusion, mais à ma connaissance personnelle, aucun scandale sanitaire d'ampleur n'est venu de la filière fermière. Voilà, donc vous Alors, pouvez ceux vous qui en sont morts féliciter sont pas aussi. revenus. Hein. Oui, Ceux qui sont morts sont pas revenus. bah oui, mais bon. Et du coup, voilà, donc ce webinaire va toucher à sa fin. Donc moi, je vous remercie beaucoup, Jean-Paul, Marie, pour vos interventions, pour vos témoignages. Merci aussi aux auditeurs pour vos participations, vos questions. On reste en contact. Vous n'hésitez pas s'il y a d'autres choses. N'hésitez pas à télécharger le memento réglementaire. Voilà, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Tram. Waouh! Et sur également ouais, on est moderne, on est moderne. Également sur le centre de ressources. Voilà, et ce webinaire, il était organisé avec l'appui de l'équipe. J'étais pas toute seule, et puis de Pauline Mendes pour la logistique. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et puis une belle après-midi. Et puis tous à vos PMS, n'est-ce pas? Voilà, il reste un peu d'heure dans Il y a du l'après-midi boulot. pour le boucler. Voilà. Marion, Oui. juste une ligne de mots. Hein. Je suis prêt à recevoir toutes les questions de tous les Oui. magasins de producteurs. J'ai aucun souci, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, moi je peux rassembler. Voilà, Alors, pas n'hésitez sur les pas à me cosmétiques. Hein. contacter. Pas les J'ai compris, cosmétiques. oui. Hein. Sur ce qui se Les mange. choses qui se mangent. Voilà. Ça marche. Encore une fois, merci à tout le monde et puis bon après-midi. À bientôt. Merci.